Sur le plateau de Cody FM, dans notre temps d'antenne Coderache, avec Claude Diambra, pour décoder ensemble certaines approches du management. Là, on parle de gestion des seniors, d'accord. Avant de reprendre, de prendre l'avis ou le regard de Lynn Andrade et d'Andrea sur ce qu'elles pensent concernant justement la gestion des seniors et des seniors, puisque est-ce qu'il y a besoin d'avoir peur de devenir senior, surtout dans l'environnement, je ne veux pas faire de politique, mais dans l'environnement actuel, est-ce qu'il y a besoin d'avoir peur de devenir un senior? Mais c'est irréversible, je dirais, c'est d'abord un état irréversible de vie. Mais professionnellement, non, il n'y a pas de raison. Je vais te donner une expérience qui a cours en Europe aujourd'hui. On s'est rendu compte que beaucoup de seniors, à peu près 50% des seniors qui ont été libérés ont retrouvé du travail à des postes de responsabilité, justement, parce qu'ils ont de la maturité professionnelle. Ils ont, je dirais, ils sont immédiatement opérationnels. Ils savent manager une équipe. Ils savent gérer des projets complexes. Ils ont, on va dire, une capacité d'analyse qui touche leur connaissance, l'expérience et tous les acquis. D'accord. Donc, ces personnes-là ont très vite retrouvé du travail à des postes de haute responsabilité. Et les statistiques disent que environ 50% de ceux qui ont été appelés ont vécu notre travail et ils sont heureux, sont épanouis dans leur travail. Ils ont, c'est vrai, d'autres préoccupations. Il faut aménager leur temps de travail. Ils sont stables. Il faut tenir compte de leur nouvelle réalité, de leur statut. Exactement. Et ils ont des responsabilités familiales beaucoup plus accrues. Ils ont besoin, je dirais, de mobilité, mais c'est des personnes qui deviennent enthousiastes et qui savent donc retransmettre dans le système ce qu'ils ont appris. Donc, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que nous avons travaillé avec une association de retraités. D'accord. Et qui sont devenus des consultants. Cette association, elle est sur place. Elle est sur place. Elle est sur place en Côte d'Ivoire. Exactement. Mais malheureusement, elle n'est pas très connue. C'est ça. Elle n'est pas aussi valorisée. C'est des experts, des personnes qui, dans leur fonction, ont de l'expertise et qui voyagent de par le monde. Tout à fait. Pour porter cette expertise-là dans des formations, dans des séminaires, dans des endroits où on a besoin de cette expertise. Effectivement, à des conditions souvent très, très aménagées, puisqu'ils n'ont pas les mêmes contraintes. Exact. Et ça me fait penser, il y a un an, j'étais à Cotonou. Oui. Je salue nos auditeurs de Cotonou, je salue la DRH d'une entreprise qui nous suit avec beaucoup d'attention. Madame Kenom, pour ne pas citer le nom de son entreprise. Bonjour Madame Kenom. Et puis à très très bientôt, comme on en a parlé. Alors donc je disais que au cours de ce voyage là, il y a un an, j'ai rencontré dans l'hôtel où je résidais des blancs, des Européens. Et puis au petit déjeuner le matin, on parlait, donc on essayait d'échanger un peu sur l'objet de nos présences respectives dans ce pays là. Et l'autre me disait, il est retraité et il est dans le cadre d'un programme avec une association, comme tu en parles là, où il se déplace à la demande de certains pays, de certaines structures pour venir partager leur expérience. Mais ils le font... c'est bénévole. C'est quasiment bénévole. On leur paye juste le billet d'avion. L'hôtel. Puis l'hôtel. Ils arrivent, ils partagent. Voilà. Donc, il y a quand même un bon intérêt. Un bel intérêt pour les organisations à utiliser davantage leurs seniors. Et une question qui vient de me parvenir, Claude. Alors, quelqu'un me dit, mais quelle est la différence entre un senior hier et un senior aujourd'hui? Ou alors c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose parce que le monde du travail évolue. On va dire que les compétences se sont complexifiées au niveau travail. On va prendre qu'également dans une entreprise
un senior, il n'a plus une visée, c'est plus linéaire je dirais sa carrière. Vous avez aujourd'hui des personnes qui rentrent en marketing, qui vont finir dans d'autres pans d'activité de l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Donc, il faut être capable aussi, le senior aujourd'hui est quelqu'un qui doit être, je dirais, ouvert à l'apprentissage. D'accord. Ouvert également à la mobilité professionnelle en entreprise. D'accord. Être capable de s'adapter aux changements qui ont cours. Parce que les systèmes ont changé. On n'est plus dans le système oui chef, oui patron. Et c'est un peu des conflits de génération qu'on rencontre encore aujourd'hui. Ne pas te couper. Je lisais avant-hier sur un réseau social, quelqu'un a publié comme ça, il dit le management du changement. Au lieu de parler de management du changement tout le temps, mais il faut changer le management, c'est tout. Il faut changer le système de management. Exact. Donc, je voulais juste te donner... C'est clair. Parce que de plus en plus, ces seniors-là managent qui? Ils managent des juniors. C'est ça. Mais ces juniors n'ont pas les mêmes valeurs. Les juniors... Les mêmes codes. C'est pas possible. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Le junior, il a sa carrière à gérer. Et il va très vite. Et donc, il n'a pas le même attachement qu'un senior qui a fait 20 ans de sa carrière dans une entreprise ce qui est difficile aujourd'hui pour des jeunes. Qui est lié à l'entreprise. Les jeunes, ils sont très volatiles. Ils regardent, ils observent. Ils sont tout de suite dans la comparaison. Ah tiens, je suis de la même promotion que Charles. Attends, mais on est sorti, mais Charles, il est quoi? Charles, il est directeur financier maintenant. Bon, tout de suite, il va partir. Mais ces personnes-là ont d'autres codes qu'il faut prendre en compte dans le management qu'on va appliquer. Et ces conflits de génération, on les rencontre très souvent dans les entreprises qui disent qu'ok, on passe au tutoiement. D'accord? Le gars a 40 ans, 45 ans, il a l'âge de ton père. On dit, ok, tu le tutoies maintenant dans l'entreprise. C'est les codes de l'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise. Tout à fait. Mais les jeunes, il peut y aller tout de suite. Mais comment le Seigneur prend la chose? C'est ça. Lui qui est mouru dans un code, la résistance va faire qu'attention, le Seigneur peut dire non, mais attends. Il est mal poli ce jeune homme-là. Il est mal poli, il se prend pour qui? Et pour contourner ça, dans les entreprises où ça existe, tu as des mots comme chief. Le boss, chief. C'est pas édulcoré un peu. Édulcoré. Exactement. Ces trucs-là. Donc, il y a un mot de gestion de cette génération. Et un manager qui a été formé au commandement, donc qui est dans un top-down, descendant, management descendant, non ordre, instruction, tout, face à un junior qui est libre dans la tête, qui a besoin qu'on lui fasse confiance, qui a besoin qu'on sache lui donner de la place pour proposer ses idées. Donc il y a besoin qu'on lui donne de l'empowerment pour pouvoir dire ce qu'il pense aussi dans un environnement. Si tu l'enfermes dans un schéma directionnel, tu le perds. Non, tu le perds. Tu lui as ouvert la porte du départ. Tu le perds. C'est ça, effectivement. Et donc, il y a les jeunes à s'adapter aux seniors, mais il y a également aux seniors à faire l'effort nécessaire de comprendre le mode de fonctionnement et d'adresser un management qui est adapté. Qui est adapté à ces personnes-là. Donc, il doit être situationnel aujourd'hui. Exactement. Voilà. Comme c'est recommandé. Alors, je veux recevoir une question. Alors, pour nous, les recruteurs qui sommes sur le plateau, la question de cet auditeur, c'est comment on fait la lecture aujourd'hui de la volatilité de parcours d'un candidat sur son CV, puisque on est dans une dynamique où on doit adapter tout notre management, que ce soit au sein de l'entreprise, mais aussi des recruteurs. Puisqu'il y a quelques années, 10, 15 ans, 20 ans en arrière, il y avait certainement une lecture qu'on pouvait faire de la mobilité relativement régulière, donc de la volatilité sur le profil, sur le parcours d'un candidat. Quelle lecture il faut faire aujourd'hui? Alors Charles, je prends un exemple d'un ami qui est DRH. D'accord.
et qui est, je crois, sa 5e entreprise aujourd'hui. Il a postulé pour la 6e. Et quand il a rencontré le CODIR, ils lui ont dit, bien qu'il respectait toutes les conditions, les critères, on lui a dit... Il envoie un mauvais message. Il a envoyé un mauvais message. Tu nous effraies parce que tu n'es pas stable. Et il a perdu ce poste-là, rien que parce que sur son CV, il y avait une succession de trop récurrente d'entreprises. D'accord. Or, l'entreprise va investir dans un capital humain. C'est ça. C'est une ressource qu'on attend en retour. J'investis et j'attends le retour sur investissement par quand même la durée de cette personne-là dans mon entreprise, par les projets sur lesquels on va le juger, qu'il va conduire. Donc, le retour sur investissement aussi important. Les jeunes pensent que faire sa carrière, c'est d'avoir cette volatilité-là. Non, souvent, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir, je dirais, prendre du bagage, prendre du coffre. Vraiment se structurer et puis rebondir ailleurs. Mais 1 an, 2 ans, à un moment donné, ça effraie. Non, c'est sûr. Lynn veut dire quelque chose là-dessus. Hein? On va donner l'occasion à Lynn parce que je la voyais en train d'ouvrir ses yeux. Oui. Bonjour Monsieur Guillaume, bonjour aux auditeurs. Bonjour Monsieur Niambois. Vous avez parlé de gestion des seniors. Ouais. D'accord. Moi, j'ai noté, vous avez dit que le senior, c'est l'homme qui a plus de 45 ans, qui a de l'expérience, qui a de la compétence. Moi, j'aimerais savoir pour une personne de 50 ans qui vient d'intégrer une entreprise et une personne, un jeune de 35 ans qui est dans l'entreprise depuis peut-être 10 ans maintenant. Entre les deux, est-ce qu'on peut dire que, entre les deux, qui est appelé senior? Qu'est-ce qu'on peut appeler senior entre les deux? Waouh, merci à Lynn Andrade. Il ne faut pas te lever trop souvent comme ça, hein, avec des questions de ce type-là. Hein. Merci Lynn. Alors Claude, voici une question. Oui, hein. Lynn, ta question elle est pertinente. Tout à fait. Parce qu'elle épouse les deux axes de la définition du senior. Tout à fait. Je l'ai dit d'entrée, dans une entreprise, on peut avoir un senior, un manager senior qui a peut-être 35 ans, qui a même 30 ans ou 32 ans. Mais vous savez qu'aujourd'hui vous rentrez en entreprise en général à 20 ans, 21 ans. D'accord. Oui. Il a accumulé, il a une expérience qui est reconnue dans l'entreprise. On va le nommer manager senior. D'accord, c'est une fonction d'encadrement, d'animation d'équipe et de pilotage de l'activité. Ok. Donc lui, il va avoir sa notion de senior qui est lié à son poste de travail et aux capacités qu'il va déployer dans les systèmes. Donc, il n'accède pas les 50 ans. Il n'accède pas les 50 ans, mais il est senior en management. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît de la compétence, on lui reconnaît de la capacité à conduire, à animer des équipes, à gérer de la complexité au niveau professionnel, les managers seniors. D'accord. Maintenant, on recrute également quelqu'un qui a 50 ans, mais qui a un parcours professionnel aussi. Ça aussi, il faut le dire. Qui a un parcours professionnel, parce que si on va recruter quelqu'un qui a 50 ans juste parce qu'on a besoin d'avoir un senior à ce poste-là, il est junior en termes de compétences, d'acquis professionnels, mais il est senior au niveau de l'âge. Effectivement. Donc, toute entreprise qui recrute ne va pas s'amuser à ce jeu-là. Elle va rechercher d'abord la compétence de la personne à ce poste qui devient un poste clé, parce que cette personne devrait être capable d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter et de nourrir sa compétence, le système pour lequel on va l'employer. Donc, les deux définitions sont valables. Mais pour 50 ans, on va s'appuyer véritablement sur sa riche expérience, sur sa compétence pour venir lui donner ce poste-là. Le jeune qui est rentré, on va lui donner d'animer un poste, d'assurer un poste de senior, parce que dans l'organisation,
les postes sont structurés maintenant en manager senior, directeur. Tout à fait. C'est structuré comme ça. Et pour compléter ce que Claude Diambra vient de dire, il y a aussi qu'il faut comprendre que ce senior qui a 50 ans là, ce qu'on attend justement de lui, c'est d'accompagner ce jeune qui a 35 ans pour que lui aussi devienne un senior dans 10-15 ans avec le même bagage, le même coffre en termes d'expérience. Donc chacun des deux a son rôle à jouer. Et c'est pour tout le bien de l'entreprise. Alors nous avons enregistré sur le plateau l'arrivée de 2 jeunes stagiaires. Je me suis dit comme ça qu'on ne peut pas parler de seniors et puis on a des stagiaires qui sont juste à côté. Ils ont certainement des questions qu'ils veulent poser. Et pendant que je les regarde là, bonjour, toi tu t'appelles comment? Bonjour, je me nomme Diabagate Mori Mohamed Fadi, étudiant en Master 1 Administration des Affaires, option Finance à l'Institut Universitaire d'Abidjan. Ok, super. Alors Diabagate, et toi? Bonjour, moi c'est Kwame Kwasiam Loris, étudiant en 2e année Finance, Comptabilité, Gestion des entreprises au groupe locaux East for Zone 4. Ok, d'accord. Ben, vous faites bien de nous rejoindre sur le plateau. Alors, Claude Diambra, j'ai encore un de mes auditeurs qui m'a envoyé une question. Il dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse qu'on a adressée tout à l'heure. D'accord. Il dit la lecture que nous seniors, parce que heureusement ou malheureusement, j'avais voulu que ce soit lui qui soit le senior, mais il dit que c'est à partir de 45 ans, on est senior. Donc, de facto, je suis devenu senior moi aussi. Bon, c'est pas bien grave, hein, j'accepte. Donc, il dit la lecture que nous, seniors, nous faisons de la mobilité sur le CV d'un candidat, il n'est pas d'accord. Parce que il dit que nos codes, il y a 20 ans, de faire 20 ans dans une entreprise, et puis dit j'ai 20 ans d'ancienneté, ce ne sont pas leurs codes aujourd'hui. D'accord? Donc, en tant que recruteur, ce à quoi ils sont confrontés, c'est justement cette lecture qui fait qu'on voit tous les 18 mois, tu as bougé, tu es dans une autre entreprise. Donc, ils considèrent que ce n'est pas juste. Quelle réponse on peut lui apporter? Déjà toi et ensuite moi. Très bien. Alors, je mets dans le cadre d'un employeur. Hein. Mm-hmm. C'est son droit, je le dis, c'est son droit de vouloir changer, de vouloir avoir cette mobilité. Mais face au droit s'oppose la réalité professionnelle. D'accord. Et ça, il ne faut pas que les personnes qui ont cette faculté de pouvoir changer de poste et tout, l'oublient. Il y a une réalité professionnelle. Les ressources humaines, c'est un investissement important pour l'entreprise. C'est ça. Quand l'entreprise recrute un salarié, ce n'est pas juste pour qu'il vienne, je dirais, à un concert et puis qu'il reparte tout de suite. C'est ça. L'entreprise attend, en faisant cet investissement-là, en misant ou en comptant sur ce salarié, pouvoir bénéficier, je dirais, de ses compétences, de sa valeur ajoutée sur un certain nombre d'années. Et c'est pour cela que de plus en plus, les entreprises vont mettre en place un système de rétention des talents, un système de rétention des salariés. Tout à fait. Cela est important parce que l'entreprise, c'est un système organisationnel qui a besoin de changement, c'est vrai, pour continuer de se nourrir de l'enrichissement des jeunes, mais qui a aussi besoin de stabilité pour s'assurer qu'elle est en train de construire ce pour lequel elle s'est bâtie. Si chaque 6 mois, chaque 1 an, l'entreprise est obligée de recruter, ça veut dire que quelque part, il y a un problème au niveau de la gestion de ses ressources humaines et qu'elle ne recrute pas aussi de sa politique RH et qu'elle ne sait pas recruter les personnes, les bonnes personnes, qu'elle ne sait pas les retenir, qu'elle ne sait pas leur donner, je dirais, un parcours professionnel, un attrait professionnel pour rester dans leur entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et il y a donc, je dirais, il faut faire la balance entre ce que moi je veux et la sécurité
professionnelle que on puisse avoir. J'ai eu un jeune qui est passé me voir une fois et je raconte cette expérience-là pour que les personnes comprennent. Ce jeune il vient et il était à un poste de travail et puis son directeur lui propose de passer à un poste supérieur tout de suite. D'accord. Et il vient me voir, il me pose le problème, il me dit oh, qu'est-ce que tu en penses? Quel serait toi ton regard là-dessus? Je regarde, je lui dis c'est une opportunité, mais je ne te trouve pas prêt à assumer ce poste-là. Ce que je te demande, il faut renforcer tes compétences managériales. Il faut être capable aussi de t'affirmer à ce poste-là. Et il faut te donner, je dirais, de l'étoffe pour conduire la nouvelle mission qu'on t'offre. Si ton manager ou ton directeur peut, avant de te donner ce poste-là, te confier un poste intermédiaire, même s'il n'existe pas, on le crée. Ça te donne de pouvoir de faciliter la transition et d'avoir une meilleure vue transverse sur les différentes activités, les différentes missions. Tout à fait. Mais il avait le choix entre tout de suite prendre le poste de département ou prendre le poste de coordonnateur. C'est ça. Mais les échanges que j'ai eu avec lui et en lui montrant ses limites, les choses sur lesquelles, pas des limites, mais les choses sur lesquelles il devrait travailler davantage pour, je dirais, être capable d'animer ce poste-là, le jeune a pris ça en considération. Et il est parti et le directeur a bien compris, a mis en place, je dirais, ce poste intermédiaire. D'accord. 2 ans après, c'est de l'extérieur que sa valeur a été reconnue et plutôt que de devenir chef de département, il est passé directeur de département. C'est ça. Parce qu'il a su construire, il a su se calibrer, c'est ça. Il a su avoir l'étoffe dont il avait besoin pour la mission. Et effectivement. Nos jeunes sont trop pressés. Vous êtes trop pressés. Je suis d'accord que le monde va vite. Mais en même temps que le monde va vite, le monde a besoin de poser les pas après les pas. Ça fait arriver aussi loin. Parce que ce qu'on recherche, on recherche la fidélité du salarié aujourd'hui. On va rechercher est-ce qu'on peut faire confiance à ce salarié-là. Est-ce qu'on peut se projeter? On peut se projeter avec lui dans 5 ans, dans 6 ans. Est-ce qu'avec ce salarié, on peut se projeter? Donc, c'est des choses qui comptent. C'est des valeurs aussi qui comptent. Ce n'est pas simplement, je dirais, la retombée financière qui va gérer votre carrière. Tout à fait. Non, il y a même l'identité de l'entreprise dans laquelle vous passez. Vous pouvez ne pas avoir un salaire, je dirais, extraordinaire. Mais on sait savoir que lorsque vous êtes passé dans cette entreprise-là, vous avez acquis de la valeur ajoutée, vous avez acquis, je dirais, des valeurs même d'entreprise, une culture d'entreprise qui vous permet, lorsque vous serrez avec nous, de pouvoir agir en toute indépendance. Tout à fait, en toute indépendance. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes et je tiens à le dire à nos jeunes. C'est important d'avoir sur son CV, chaque 1 an et demi, je suis passé ici, mais et après vous partirez où? Après, pour revenir dans l'entreprise d'où vous êtes parti, il faut vraiment être calibré. Hein. Et ça dépend de comment vous partez. Il faut savoir laisser la porte entrouverte quand on part d'une entreprise. Effectivement, il touche du doigt un autre aspect qui sera certainement l'objet d'un autre échange. Hein. Alors, moi, je veux juste rajouter à la question qui a été posée que les entreprises, un de mes anciens patrons me disait, on ne peut pas retenir tout le monde. Il y a des gens qui doivent partir d'une entreprise. Il faut qu'ils partent. S'ils ne partent pas, personne ne peut venir. Il faut qu'il y ait un changement. Tout à fait. Naturellement, mais à l'inverse, il faut aussi mettre en place un système pour retenir ceux qui ont du potentiel, qui peuvent s'inscrire sur le long terme pour l'entreprise et permettre à l'entreprise de développer de nouvelles compétences, de gagner de nouveaux champs, on va dire, d'expertise. Voilà. Donc, c'est vrai que
il faut comprendre que les jeunes d'aujourd'hui ne font pas carrière. Avant, c'était un privilège d'avoir quelqu'un qui a fait 20 ans. Moi, je me rappelle encore que dans le salon du père de plusieurs parents de mes amis, c'était marqué diplôme d'honneur parce qu'il a fait 20 ans, il a fait 25 ans, c'était très beau. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le seul critère de performance. Donc, c'est vrai, vous avez le droit d'aller, surtout dans certains métiers, dans certains secteurs d'activité, vous avez le droit pas de sauter, mais d'aller voir ailleurs. Mais faites attention pour que cette appétence, on va dire, au déploiement régulier là, ne soit plus un frein pour vous pour projeter sur le long terme avec des organisations. Alors, je vais donc poser la dernière question de ce premier volet de notre émission avant de passer à l'inclusion de notre émission avec ces jeunes diplômés là, ces stagiaires qui commencent leur parcours au sein de la radio. Alors, quel est le profil du senior de demain, Claude Diambra, hein? Quel est le profil? Comment tu vois le senior de demain? On a vu le senior de hier, d'accord, qui a un certain nombre d'éléments. Hein? C'est peut-être l'âge, c'est peut-être l'expérience, 45 ans, 10-15 ans d'expérience. On a vu le senior d'aujourd'hui, hein, qui, pour éviter d'être trop vite mis au rébut, hein, il doit être digital, hein, il doit vraiment être en phase avec le nouveau code, hein, de certaines activités professionnelles. Mais le profil du senior de demain, c'est lequel? Est-ce qu'il faut qu'il ait 45 ans aussi? Est-ce qu'il faut qu'il ait 15 ans, 20 ans d'expérience? C'est quoi le profil du senior de demain? Alors, ça va être très délicat parce que, comme je l'ai dit, hein, Charles, tu vois que les jeunes aujourd'hui travaillent très vite. Nous, on a travaillé, on va dire 27 ans. Aujourd'hui, il y en a qui sont partis même, qui ont travaillé à 30 ans, 35 ans. Mais les jeunes d'aujourd'hui, 18 ans, 20 ans, ils sont déjà dans le système. D'accord. 20 ans de carrière déjà, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'années. Tout à fait. Donc, 20 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et si on a commencé à travailler à 22 ans, après 20 ans, on n'a même pas les 45 ans pour être senior, on a 42 ans. Voilà, on a 42 ans. Mais il y a 42 ans, on est encore dans la fleur de l'âge. Tout à fait. On a encore des choses à pouvoir donner. Et donc, ça va être des jeunes, je dirais des jeunes qui ont atteint vraiment l'âge de la maturité, qui seront dans ce panel de seniors-là. Mais qui auront une compétence, je dirais, variée, parce que c'est des jeunes qui sont capables, je dirais, de toucher à tout, d'aller très vite, parce que le monde même va très vite aujourd'hui, les process changent, on a vu que en 3 mois, les méthodes de travail ont totalement changé. Et oui, c'est sûr. Donc, et ce n'est pas fait pour s'arrêter. Parce que de la façon dont nous sommes partis, aujourd'hui, les entreprises qui n'auront pas été capables de comprendre qu'on peut tout aussi bien travailler chez soi à la maison que venir travailler assis dans les bureaux, auront perdu. Ah, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. C'est très bien dit, Claude Diambra. J'ai une dernière question, hein, puisque là je commence à avoir un embouteillage de questions, alors qu'il faut qu'on passe à la seconde partie de l'émission. Alors, quelqu'un m'envoie un message, il me dit, est-ce que le métier de senior, hein, par rapport à l'âge, n'est pas la conséquence du chômage des jeunes? Ou alors, est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que la conséquence du métier des seniors n'est pas le chômage des jeunes? C'est comme ça que la question doit être posée, en fait. D'accord. Voilà. Alors, moi, je vais répondre de façon frontale. D'accord. Je vais répondre de façon frontale parce que le chômage des jeunes puise sa racine dans le système éducatif ivoirien.
Bon, il faut non, Charles, je termine parce qu'il faut pas Ok. que, il faut pas qu'on se, qu'il non, ouvre une autre brèche. non, je veux pas notre brèche, mais On il faut va pas finir notre non, émission. il faut pas qu'on se leurre. D'accord. Lorsque tu fais un recrutement de quelqu'un qui te dit, il est master, Oui. d'accord, en finance, et qu'au cours de ce recrutement-là, tu demandes à cette personne qu'est-ce qu'un fonds de roulement, Et qu'il n'est pas capable. et que ce master n'est pas capable de te définir le fonds de roulement, de te définir à quoi sert le fonds de roulement, moi j'ai des problèmes. Alors, c'est une très belle transition, Diabagadé. Donc votre chômage est lié à votre inconstance. Je n'arrête pas de dire que il y a, hélas, des possibilités qui s'ouvrent à vous avec le digital. C'est ça. Mais malheureusement, vous êtes focus sur la distraction. Tous les jeunes ont un compte Facebook. Combien de jeunes vont sur Google pour rechercher, pour se cultiver, Un mot, par exemple, pour faire une formation. pour faire une formation? Mais c'est gratuit sur Google. Tapez ce que vous souhaitez comme formation. Vous aurez des slides qui vont vous en parler. Donc, il y a la base éducationnelle que vous avez. Il y a le manque d'efforts même que vous-même vous déployez. Et il y a la qualité de la formation qui fait qu'à la mi, quand on vous reçoit, on est tellement déçu qu'on préfère ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont plus calibrés, qui ont du coffre. Donc, vous devez vous remettre en cause. Ok, alors, je pense que je vois que mes deux jeunes là sur le plateau, ils ont commencé à prendre des notes. On va faire une petite intermède, d'accord? Je souhaite qu'on fasse une petite intermède. Et puis quand on revient, on leur donne la parole et puis on démarre la deuxième partie de notre émission. À tout à l'heure.